Bonsoir à tous et bienvenue dans Entre deux News. Ce soir, dans la première partie d'émission de Tidiane Thiam à la tête de la présidence du PDC RDA, manœuvre au sein du parti et congrès électif. Et puis dans la deuxième partie, Vincent Tobi, candidat à la présidentielle ivoirienne d'octobre prochain, les trois raisons de sa candidature. Et puis pour terminer, dans la troisième partie, nous ferons un bilan de l'édition 2025 du Salon international du livre d'Abidjan avec le commissaire général du dit festival. Pour les premières et deuxième parties de cette émission, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau nos consultants habituels, Michel Beta, journaliste DG du quotidien Le Bélier, Aoumangel Lakwa, analyste sociopolitique, Lansina Karamoko, analyste politique, et Marcel Nyawa, analyste politique. Bonsoir à vous, chers consultants. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout de suite, place à la première partie de cette émission, d'émission de Thiam, manœuvre au PDC RDA et congrès électif. Première question, mais bien avant cette question, on va suivre ensemble cet élément de la rédaction de Reflet TV qui revient sur une conférence de presse animée ce jour par le porte-parole principal du parti et les avocats au sujet du congrès. On regarde et on revient juste après. Après avoir démissionné de la tête du PDCI-RDA, Tidiane Thiam a été désigné depuis hier président délégué du parti. Sa mission est d'assister le président intérimaire en fonction. Toutefois, cette nouvelle position ne l'empêche nullement de se porter candidat à la prochaine convention élective du parti. L'information a été confirmée ce jour à la maison du parti au cours d'une conférence de presse. Après la remise par le président Thiam de son mandat, a demandé au doyen des vice-présidents d'assurer l'intérim et c'est lui qui a présidé le bureau politique. Le bureau politique a décidé qu'il y a un congrès parce que ce bureau politique a la responsabilité, est souverain et c'est de façon souveraine que le bureau politique a décidé ce congrès le 14 de façon éclatée. C'est conforme à nos tests. Le parti tient un congrès électif ce mercredi 14 mai. Il convient de préciser que la liste des candidatures reste ouverte à tout militant remplissant les conditions. Il y aura d'autres candidats. Le bureau politique a dit que les documents qu'on a demandés ne tiennent même pas compte de la péremption. Donc ceux qui ont des documents qui ne sont pas à jour, depuis l'essentiel d'apporter les derniers documents qu'ils ont et ils seront candidats. Donc à la fin de la journée, on saura qui est candidat et qui n'est pas. En tout cas, moi, je sais que Tidiane Thiam est candidat. Bon, on attend que les autres s'expriment. Tidiane Thiam sera sur la liste électorale. Nous n'avons pas de plan A ni plan B. On ira aux élections. Entre une démission précipitée et une nouvelle nomination, ces mouvements stratégiques seraient-ils une tentative du parti d'influencer l'issue du procès intenté par Valérie Yapo, militant du PDCI-RDA? Voilà, nous avons ensemble suivi cet élément. Lansina Karamoko, quel commentaire faites-vous sur ces propos de Noël Akossi Benjo? Oui, d'abord, merci beaucoup. Je crois que ils sont, je veux dire, les barons du PDCI sont en train de pousser Tidiane Thiam davantage dans l'erreur. Il y a un véritable problème le concernant, notamment sa question de nationalité. Moi, je ne remets pas en cause sa nationalité. La justice dit, selon les textes qui régissent le fonctionnement de l'État, qu'il ne peut pas être président du PDCI parce qu'il n'est pas ivoirien. Mais est-ce qu'entre-temps, c'est vrai qu'il a renoncé à la nationalité, mais est-ce qu'entre-temps, il est désormais redevenu ivoirien? Parce qu'à un moment donné, il avait été dit que la procédure pour lui délivrer son certificat de nationalité était suspendue. Est-ce que cette suspension a été levée? Est-ce qu'il a son certificat de nationalité qui lui permet à nouveau de postuler pour redevenir président du PDCI? Est-ce qu'entre-temps, il va devenir, plus tard, je voulais dire, candidat du PDCI alors qu'il y a une question judiciaire qui le frappe? J'attends de savoir, mais moi j'arrive à la conclusion que les doyens, c'est-à-dire les caciques du PDCI, ont piégé Thiam. Et comment sortir de ce piège-là? Je crois qu'il ne réfléchit pas loin, il est en train de les encourager à l'enfoncer davantage.
d'ici 1 mois, 2 mois, on ne parlera plus de Thiam sur la scène politique. Bien. Michel Betta, Tidjane Thiam sera candidat ce 14 mai 2025 et il sera réélu. Cette fois-ci, ça sera de manière régulière puisqu'il a renoncé à sa nationalité française depuis le 19 mars. Donc, il est ivoirien 100%. Dès lors, les attaques et fameux combats de Valérie Yapo tombent à l'eau. C'est ce qui ressort des propos de nombreux militants du parti. Un mot là-dessus. Non, moi je crois qu'aujourd'hui, Tidjane Thiam a montré à l'ensemble de la classe politique que la politique peut vraiment se faire autrement que dans les diatribes, dans les insultes et dans les confrontations. C'est plutôt dans la stratégie et dans la manière de conduire les choses qu'il faut réussir de magie politique. Voilà, si je peux l'exprimer ainsi, c'est comme ça que je peux traduire un peu l'attitude aujourd'hui de Tidjane Thiam. Vous savez, Valérie Yapo n'est pas son premier essai. Il y a de cela quelques mois, elle disait vouloir intégrer les instances du parti et les sanctions qui frappaient tout individu, tout un militant ont été levées. Elle a dû changer sa plainte. Elle a dû revoir sa plainte parce que l'objet de sa plainte précédente était sans effet. Aujourd'hui, on en arrive à la conclusion que Tidjane Thiam, ayant démissionné, puisque c'est lui, elle visait, visiblement, elle visait Tidjane Thiam qui, selon elle, n'était pas ivoirien et il ne pouvait pas être à la tête d'un parti politique. Ayant démissionné aujourd'hui, je me demande sur quoi va porter sa plainte. Mais comme beaucoup l'ont déjà traduit, elle est mue par un sentiment qui est autre que l'intérêt du PDCI et je sais que ses mandats lui trouveront encore peut-être quelques requêtes. Mais Tidjane Thiam l'a dit, face à l'harcèlement juridique, l'harcèlement, je dis, la justice qui est utilisée ici comme un bâton et non pas comme une justice, il a préféré céder son pouvoir aux militants du PDCI. Donc, il appartiendra aux militants du PDCI d'en décider. Et le PDCI, par la voix de ses instances dans le bureau politique, a décidé d'aller à un congrès extraordinaire. Et là, tout le monde peut être candidat. Valérie Yapo peut être candidat. Tous ceux qui manifestaient le désir de prendre la présidence du PDCI, y compris Jean-Louis Bion, tous peuvent être candidats. Donc aujourd'hui, je pense que le PDCI montre là sa capacité de maturité politique. Une élection inclusive où chacun peut venir brandir ses arguments pour prendre la tête du parti. Et c'est ce que le PDCI demande au gouvernement Ouattara, de faire en sorte que cette élection à venir ne soit pas l'objet des radiations, ne soit pas l'objet des exclusions, ne soit pas l'objet de tout ce qui est restriction à la volonté du peuple de pouvoir s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où cette élection de 2025, personne n'y croit. On pense que c'est un seul... Merci Michel Betta. On pense que c'est un seul parti. On restera aujourd'hui dans le cadre du PDCI RDA. Je dis que le PDCI, je me dis qu'aujourd'hui, le PDCI a montré, s'il en était encore, s'il y en avait encore, je veux dire, si les gens n'avaient pas encore vu, le PDCI a montré qu'il a dirigé la Côte d'Ivoire depuis 1960 et il a encore des ressources pour diriger la Côte d'Ivoire pour l'avenir. Michel Betta a parlé de Jean-Louis Bion. D'autres militants du parti demandent la candidature de Jean-Louis Bion afin qu'il affronte Tidjane Thiam. Est-ce que le timing actuel nous permet d'avoir une candidature de Jean-Louis Bion? Bien honnêtement. C'est mercredi, c'est demain mercredi, bien sûr. Merci. Non, la candidature, ça a fini aujourd'hui. C'est demain les élections. C'est fermé aujourd'hui. Bien. Merci Sidik. Bonsoir à tous nos Je sais pas. Sur la question, je pense qu'il s'agit ici d'une situation exceptionnelle. Qu'on veuille ou non, on n'est pas... Qui? Bon, exceptionnel au sein du PDCI. Donc, ça concerne normalement tous les cadres et militants du PDCI RDA. Parce que vous serez d'accord avec moi, dans l'histoire du PDCI, c'est la première fois que après un congrès, je ne sais plus si même le dernier congrès, on a déjà fait 1 an pour qu'on vienne encore convoquer. C'était en 2023. Un congrès extraordinaire aussi rapidement. C'est par rapport à une situation bien donnée. Donc, c'est relativement à cette situation-là que je pense, à mon sens, que tous ceux qui se reconnaissent au PDCI, qui pensent qu'ils sont encore des candidats des cadres ou bien des militants, même le dernier des militants peut aujourd'hui dire qu'il est candidat, parce que les candidatures sont ouvertes. C'est vrai qu'il y a un temps record, mais cette décision a été prise aussi
pas comme ça ex nihilo. Elle a été prise à cause de la décision de justice qui doit tomber. Parce qu'on était dans une situation où ça se présentait comme une voie sans issue pour le PDCI. Ok. On sait que la semaine dernière, les juges se sont déjà réunis. Ils ont discuté, mais il s'agit maintenant pour demain de statuer maintenant pour donner la décision. Bien. Sûrement que les responsables du PDCI ont vu ce qui devait arriver, mais comme ils ne sont pas prêts à abdiquer, ils ont dû rapidement trouver une stratégie pour pouvoir contourner ce qui voulait. Au regard de se cette passer. situation que vous dites exceptionnelle, est-ce que cela permet une certaine candidature des personnalités comme Jean-Luc Bion et autres? Moi, je pense que c'est possible. Il s'agit simplement de détermination et de volonté. C'est possible. Maintenant, laissez-moi continuer sur Une minute, mon rapidement. analyse, oui, rapidement. Je retiens de cette posture-là la résilience, la position de résistance du PDCI, la position du combat jusqu'au bout. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aurait pu penser que c'était une voie sans issue et que les dés étaient jetés. Mais aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, on est tous en train de se poser des questions pour savoir, et ceux qui sont effectivement dans cette affaire commencent à comprendre que même après demain, l'affaire est loin d'être finie. Donc ceux qui disaient que le président Thiam était quelqu'un qui ne savait pas se battre, ou bien qui ne savait pas résister, qui ne savait pas quoi faire, aujourd'hui, il a fini par montrer par cette stratégie-là qu'il maintient toujours son désir. Et quand vous suivez la plupart de leurs communicants, du porte-parole et tout, ils vous disent même actuellement que en octobre, Tidjane Thiam sera leur candidat. Là, il y a le congrès extraordinaire qui sera organisé. Il est encore candidat. Donc moi, je pense que ceux qui veulent être candidats peuvent candidater et qu'on en finisse pour la démocratie. Bien. Alors, Marcelin Niawa, quelle lecture vous faites de tous ces mouvements qui ont lieu cette semaine au PDC-RDA? Démission de Tidjane Thiam, nouveau président par intérim, Tidjane Thiam président délégué. Ensuite, on annonce un bureau politique. On annonce également un congrès électif. Ensuite, il y a également le procès Valérie Yapo qui aura lieu jeudi. Bon, merci. Je pense qu'il faut avoir une saine lecture politique et non épidermique face à la situation du PDCI-RDA. Là, face à la difficulté que le PDCI rencontrait, ils n'ont fait que ce qu'on appelle un coup du sombrero politique. Il y avait un piège. Le PDCI semblait être bloqué. À la dernière minute, ils ont pu s'en sortir. En faisant quoi? Il fallait anticiper. Et comme le dit Sun Tzu, il ne faut jamais attendre que le tonnerre gronde avant de se boucher les oreilles. L'anticipation. Donc, cet acte d'anticipation montre vraiment la maturité du PDCI-RDA. Et là, ça vient de remettre encore Tidjane Thiam dans le jeu politique et ça renforce encore son leadership au sein du PDCI-RDA. Ça, je vais dire qu'ils iront au congrès demain, comme on l'a entendu dire, mais Thiam, il garde tout son électorat. Peut-être même qu'il y a d'autres qui vont se rajouter à lui. Et là, vraiment, tout est à l'honneur du PDCI-RDA, du vieux parti, qui montre qu'il y a encore beaucoup de sagesse en lui, qu'il peut encore compétir et que l'opposition peut compter avec le PDCI-RDA. L'ancien Karamoko Tidjane Thiam renforce son leadership, c'est ce que dit Marcelin Niawa. Est-ce que vous partagez ce même avis à travers tout ce qui se passe actuellement? Je ne partage pas cet avis. Et au contraire, il s'enfonce dans l'amateurisme. Je m'explique. Voilà quelqu'un qui vit depuis 23 ans en Europe, qui rentre, qui a donc des intentions, parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'il a manifesté le désir de prendre la tête du PDC et même être candidat à la présidentielle, qui sait qu'il est binational, qui sait également qu'en Côte d'Ivoire, pour être membre fondateur ou dirigeant d'un parti politique, il faut être ivoirien. Au sein du PDCI, il y a un homme qu'on appelle Émile Constant Bombé qui a été ministre de l'Intérieur. Donc, il sait que si on n'est pas ivoirien, on ne peut pas être dirigeant d'un parti politique. Il est dans le PDCI à un poste vraiment stratégique qui n'attire pas l'attention de Tidjane Thiam sur le fait qu'il n'entraîne pas, qu'il faut qu'il règle d'abord toutes ces questions de nationalité avant même de prétendre être candidat à la tête du PDCI. On l'a laissé faire, il est arrivé, selon les informations que nous avons, et il a fait un peu les choses à sa tête, et subitement, il se découvre
comme étant quelqu'un qui ne peut pas être président du PDCI parce qu'il n'avait pas l'exclusivité de sa nationalité ivoirienne. Et au jour d'aujourd'hui, on le pousse davantage, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos tout à l'heure, à être candidat. Est-ce que sa question de nationalité est réglée? Moi, je dirais oui. Hein. Non. C'est réglé? Non, pourquoi? La semaine dernière, le commis du ministère de la Justice, le magistrat, après la décision de sa radiation, quand il a fait sa conférence de presse, Oui. il a bien dit, parce que là, la question s'opposait à soit s'il n'est pas ivoirien, c'est qu'il est apatride. Voilà. Pour justifier, ils ont dit il n'est pas apatride Mais mieux, et il est ivoirien. sur ce point, je peux encore faire appel à l'idée de l'avocat de M. Kokoranzi qui avait porté plainte contre Tidiane Thiam, qui a bien dit qu'à partir de maintenant, Thiam peut s'inscrire sur la liste électorale. Donc, or, on ne peut s'inscrire que lorsqu'on est ivoirien. Oui. Donc, le problème n'est pas ivoirien, ce débat-là, il est clos. Il est derrière nous. Vous dites que c'est clos, c'est pas vous le juge. Non, mais c'est pas moi. Bien. Alors, Nansuna Garamboko, est-ce que pour vous, le silence de certaines figures historiques du PDC-RDA est quelque part complice? Moi, je vous explique. Thiam a été piégé. Piégé par qui? Piégé par les barons du PDC. Et je m'explique. Vous savez, il y a des personnalités au PDCI qui sont considérées comme des personnalités, des vieilles personnalités, qui ont pensé l'on fait des classes aux côtés du vieux Houphouët-Boigny. Quand Houphouët-Boigny est parti, Bédié, désigné par Houphouët même de son vivant, prend la tête du PDCI et ces personnalités-là acceptent d'être aux côtés de Bédié. Ils ont pensé à un moment donné, après le décès du vieux Bédié, que leur tour était arrivé de prendre la tête du PDCI. J'en viens pour preuve Guy Kahué qui, de plein droit, a manifesté le désir d'être candidat pour prendre la tête du PDCI. Mais on lui a opposé une certaine question judiciaire qui était pendante contre lui. C'est ce qui a fait qu'il n'a pas pu être candidat. Et Thiam vient auréoler de son titre de petit-fils du fouet. Il a un carnet d'adresse qui est bien rempli. Donc, il arrive en grande pompe et les vieux disent OK. Comme c'est ainsi, il n'a qu'à venir prendre la place. Et donc, pour vous, on lui tend un piège. On lui tend le piège, comme ça s'est fait avec nos anciens au village. Quand tu viens à la force, tu veux tout occuper, on te laisse. Mais après, tu te casses la figure. Sinon, comment comprendre qu'au sein du PDCI, je vais parler des anciens, ce sont parmi eux, il y a des éminents juristes. Il y a même l'ancien ministre de l'Intérieur, Émile Constant Bombé, qui ne peut pas attirer l'attention de Thiam qu'il y a un problème. Il faut le régler avant de venir. Mais merci. Oui. Michel Betta, réaction là-dessus rapidement. Non, mais je ne veux même pas réagir dessus parce qu'au PDCI, ils sont ailleurs, ils sont sur les élections de 2025 et sur la candidature de Thiam pour ces élections-là. Donc, ils ont dépassé... Non. C'est pas certain affirme que le PDCI a peur d'une démocratie interne. La démocratie... Non, dites-vous que la seule démocratie politique... au plan politique, je dis des partis politiques, ça se fait au PDCI. C'est le seul parti qui a appelé à tous ceux qui désirent être candidats à venir candidater. Moi, je ne vois pas, je n'ai pas vu ça ailleurs, je ne vois ça qu'au PDCI. Même en 2023, lorsque Thiam devait être un candidat à la présidence, il y a eu d'autres candidats. Donc, vraiment, parlant de démocratie interne, le PDCI a montré sa maturité et il est sur cette lancée-là. Mais ce que je veux qu'on retienne aujourd'hui, ça dit, le PDCI nous a montré, et Thiam l'avait dit, une nouvelle manière de faire la politique. La politique, comme on le dit, c'est un jeu politique. Et dans le jeu politique, il faut savoir pousser les pions. Et aujourd'hui, le PDCI a su pousser un pion, de sorte que chacun se demande, mais comment ça va quel sera le verdict demain? Mais le PDCI a fini le verdict. Merci. Merci. On n'a plus assez de temps. Non, on n'a plus assez de temps. Oui. 20 secondes. Rapidement, réaction là-dessus, rapidement. Non, moi je pense que je vais rebondir sur l'idée de Michel Betta. Il ne que 15 secondes maintenant. D'accord. Je pense que le PDCI avance. Et quand M. Karamoko dit que le PDCI a tendu un piège à Thiam, j'ai dit ce n'est pas juste. Si c'était le cas,
ils allaient le laisser face à Valérie Yapo se défendre seul. Mais c'est le là, jeu politique. il vient de le sortir d'une difficulté et ça montre la maturité politique du PDCI. Donc, le PDCI, c'est une de victimisation qu'ils viennent d'avoir. Nous passons maintenant au deuxième sujet de cette émission. L'ancien préfet d'Abidjan, Vincent Tobi Iré, a annoncé sa candidature à la présidentielle ivoirienne de 2025, une candidature inattendue. Bien avant de poursuivre les échanges, je vous propose de suivre maintenant l'annonce officielle de cette candidature. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, je viens par ce message porter à votre connaissance que je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ma candidature à l'élection présidentielle répond à 3 préoccupations. Premièrement, il nous faut apporter une perspective nouvelle et un nouveau mode de gestion à tous les compartiments de notre vie nationale en réponse aux défis nationaux, internationaux et aux problèmes de la jeunesse. Il nous faut une gouvernance nouvelle de nos institutions. Deuxièmement, il est urgent aujourd'hui que la vie politique s'ouvre à tous les citoyens de ce pays et qu'elle ne soit pas réservée qu'à une petite caste de politiciens professionnels. Ne soyez plus spectateurs de votre vie et de la vie nationale. Avec nous, avec vous, soyez acteurs du présent et de l'avenir de notre pays. Ma candidature voudrait ouvrir une nouvelle page et encourager toutes les catégories sociales à participer à la vie politique et publique. Troisièmement, nous devons mettre fin au cycle de violence dans la conduite de la vie politique de notre pays. Les partis politiques se déchirent et s'accaparent le pouvoir pour eux et pour leur clan. Mais qui se soucie de ceux qui ne se reconnaissent pas en ces partis? Qui écoute la commerçante, l'apprenti mécanicien, le chauffeur, le cultivateur, le planteur, le cordonnier, l'artiste, le sans-emploi, l'élève, l'étudiant? Qui s'inquiète pour tous ces laissés pour compte abandonnés sur les rebords du développement, qui n'ont d'autre voie de recours que la résignation? Je demande à toutes les générations, à toutes les classes sociales, à ceux qui se reconnaissent en nous, en notre candidature, de nous apporter leur soutien de toute nature pour que nous contribuions tous ensemble à faire naître la Côte d'Ivoire nouvelle de paix, de stabilité, de prospérité, de fraternité et de liberté. Rendons le rêve possible. Avec Dieu, nous y arriverons. Je vous remercie. Voilà, c'était une annonce inattendue. Gaël Lacroix, est-ce que cette candidature de Vincent Tobi, pour vous, est dans une posture plutôt qu'un homme de programme? Pour moi, elle est bienvenue, cette candidature, d'autant plus que... Pour vous ou pour les Ivoiriens? Pour moi, parce que je fais mon analyse de la situation. Chacun pourra aller dans les urnes, s'exprimer après. Sinon, pour l'instant, on fait une analyse. Donc, l'analyse, pour moi, d'abord, Vincent Tobi, c'est qui? C'est quelqu'un qui est très connu du paysage politique. Mais qui a disparu durant... Effectivement, depuis l'épisode 2020. Voilà, je veux d'abord dresser le profil, essayer. Je dirais pas plus rapidement. Voilà, on a donc, que 10 minutes pour cette partie. C'est un technocrate face à l'usure des partis politiques traditionnels, parce que vous savez très bien que les élections présidentielles en Côte d'Ivoire ont été toujours cristallisées autour de trois grandes figures. Si ce n'est pas le candidat du PDCI, c'est celui du PPACI ou bien celui du RHDP. Aujourd'hui, quand des nouveaux visages comme celui de Vincent Tobi se positionne, ça nous amène à voir un certain changement voulu par une certaine classe, parce que lui, il est de la société civile. Deuxièmement, c'est une candidature test pour jauger ce que vous-même, ceux qui en général se réclament candidats de la société civile. Parce qu'en général, tous ceux qui remportent les élections en Côte d'Ivoire, ce sont les partis politiques. Ce qui fait que souvent, quand des personnes sont ils sont indépendants, d'autres ont des bons profils, ils ont les moyens et tout, mais ils sont obligés forcément d'aller appartenir à une classe politique pour pouvoir briguer des postes ou bien pouvoir gagner une élection. Donc lui, il assume son côté société civile et ce serait une occasion pour nous de pouvoir jauger. Après aussi, il est bon aussi dans la discussion sur la maturité au plan national, sur sa crédibilité. Il veut
apporter un certain changement de discours politique. Et on le connaît pour cela depuis même avant qu'il ne puisse déclarer sa candidature aujourd'hui. On l'a vu dans plusieurs types d'actions d'innovation et notamment plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Effectivement, vous l'avez dit, il a fait un moment. Il y a même des personnes qui avaient voulu qu'il soit candidat en 2020. Il ne se sentait pas prêt. Il n'a pas été candidat. Alors, cette fois-ci, il revient. Pour moi, c'est vrai, avec tout ce que j'ai cité, Vincent Toby, il a ce qu'il a qu'on ne peut pas lui arracher. Bien. Mais là, maintenant, venir, je pense qu'il nous faut laisser le temps à lui-même et son équipe de dérouler et puis voir sur quoi, comme on dit, sur quoi il compte pour être candidat maintenant. L'ancien Karamoko, Vincent Toby était très attendu à l'élection de 2020. Certains avaient même annoncé sa candidature. On a vu par la suite un démenti. Il disait que cette candidature avait été déposée par certains Ivoiriens, certains citoyens. Est-ce que son parcours administratif suffit à inspirer confiance à l'électorat populaire ivoirien? Il y a aussi la question du timing, 5 mois des élections. Est-ce que Vincent Toby, c'est Alassane Ouattara, 5 mois pour annoncer sa candidature? Et dernier aspect, c'est que le profil Vincent Toby est un peu semblable à celui d'Assali Tiomoko Antoine. Oui, plus ou moins, hein, je tiens à dire plus ou moins, parce que Vincent Toby, quoi qu'on dise, quand même n'est pas méconnu sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? N'oublions pas qu'il a été le directeur de cabinet de Ambak, père à son âme. C'est Ambak qui le prend sous la main. Et lui et Kouroussaï étaient les deux hommes très forts du ministère de l'Intérieur. Et puis, après, je crois qu'Ambak s'est retrouvé au ministère de la Défense. C'est là que, je crois, Toby est parti comme préfet d'Abidjan. Et en ce moment-là, il a essayé, n'est-ce pas, de travailler comme tout le monde le fait, comme le citoyen lambda. Toutes ses activités étaient sur les réseaux sociaux. Donc, il avait commencé à se faire un nom. Peut-être que c'était un test pour jauger sa popularité. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il était adossé à un régime. Quoi qu'on le dise. Lui, aujourd'hui, il veut critiquer les hommes politiques, mais il était un élément essentiel dans l'animation politique du ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Donc, il ne dit rien de nouveau. Et que répondez-vous à ceux qui disent que Vincent Toby, cette candidature, vise à inquiéter Assali Tiomoko? Oui. Et qu'il est envoyé par le pouvoir, qu'il serait envoyé par le pouvoir? Non, le pouvoir n'a pas besoin de Toby pour dire à Assali Tiomoko qu'il ne pèse pas devant lui. Non. Même les deux mis ensemble, ça ne peut même pas inquiéter le pouvoir. Donc, le pouvoir a autre chat à fouetter. Mais j'ai dit que Toby, je ne veux pas être trop méchant, c'est un opportuniste qui veut se faire voir. Ah, mais c'est un peu fort. Oui. Vous savez, à un moment donné, quelqu'un m'en parlait, un ami m'en parlait, pour faire la politique en Côte d'Ivoire et puis atteindre des sommets, il faut avoir suffisamment de moyens. Ça, c'est clair. Parce que la classe politique ne vit pas d'eau fraîche et d'amour. Même si tu es aimé, il faut pouvoir envoyer des gens en mission. Peut-être qu'il allait chercher un peu d'argent et au travers de ce peu d'argent qu'il a eu, il veut se faire un nom parce que ce que nous savons ici, chez nous, en Côte d'Ivoire, généralement, quand tu viens ici, candidat à la présidentielle, et puis tu vas, même si tu as 2000, 3000 voix, après on te rappelle, on dit, bon, viens être ministre. C'est peut-être ça qu'ils cherchent. Sinon, en âme et conscience et en tout, dans le plus sérieux du monde, Toby sait qu'il vient pour amuser la galerie. Bien. Michel Bita, que voyez-vous à travers cette candidature de Vincent Toby? Bon, Vincent Toby, d'abord, l'annonce de sa candidature, il utilise ce credo habituel des réseaux sociaux. Voilà, c'est une candidature d'abord adressée dans un média qui sont les réseaux sociaux. Il en a l'habitude. Ça donne l'allure populaire. Mais est-ce que sur le terrain, il est implanté? C'est la première question. C'est ça. Parce que, n'oublions pas, Vincent Toby, à l'orée de 2020, a créé un mouvement qu'on appelle Aube. Aujourd'hui, je suis tenté... Aube Nouvelle. Je suis tenté de lui demander où en est son mouvement. Est-ce qu'il a fait l'implantation nationale? Parce qu'il ne faudrait pas venir, après tant de temps, avoir disparu du terrain et venir te signaler comme vouloir jouer les tout faits. Parce que les uns les autres travaillent. Hein. Moi, je tire souvent mon chapeau aux partis politiques. C'est vrai qu'on a la critique facile vis-à-vis d'eux, mais tous les jours, ils sont aux côtés
des populations. Ils leur font des propositions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on constate l'échec du RHDP, mais les autres partis ne sont pas... Non, François, vis-à-vis des populations, on voit un peu la difficulté en gestion. Faut laisser mais ça. je dis, aujourd'hui, les autres sont quotidiennement des populations que leur répondent à certaines de leurs préoccupations. C'est ça l'acteur politique. Les partis politiques se sont implantés de sorte qu'ils parlent à toute la Côte d'Ivoire, partout où elle se trouve. Et ça, il faut leur tirer le chapeau. Donc c'est une faiblesse pour Vincent Tobi. Une grosse un handicap. Une grosse faiblesse. Et j'en viens au premier jet de ce qu'il entend. Il dit ouvrir une perspective nouvelle. On ne sait pas de façon concrète comment il va la faire. Inviter tout un chacun à s'impliquer dans l'arène politique, que tu sois commerçant, que tu sois petit vendeur. Il est prétend même que la classe politique a oublié tout cela. Alors que je connais un peu les programmes de certains pour toucher tout ce vivier de population-là. Et Vincent Tobi finit par accuser la classe politique de nous mener d'un cycle de violence. C'est vrai que la gestion politique est souvent, la confrontation est souvent violente, mais je pense que nous tous, nous devons avoir notre part de responsabilité. Parce que dans l'arène politique aussi, il y a l'éducation des masses. Qu'est-ce que chacun fait pour apporter son éducation à cette masse active-là qui veut s'engager en politique? Aujourd'hui, nous sommes à 5 mois des élections et je crois que tous ceux qui viennent s'annoncer maintenant, il ne faudrait pas se leurrer, c'est pour juste donner un attrait à leur personnalité, mais sur le terrain politique, vraiment, je ne crois pas à leur volonté, à leur pouvoir de s'imposer aux électeurs. Merci Michel Bita. Est-ce que vous voyez à travers Vincent Tobi un candidat sérieux? Bon, candidat. Un parti comme le PPACI, le PDCI, J'ai écouté M. Vincent Tobi, mais c'est ce que j'ai dit, c'est une analyse. J'ai dit, je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Et si je dois le juger, c'est à travers ses propos. Les mots-clés que j'ai pu recueillir à travers son intervention, c'est le mot peuple, unité, contribuer, développement, rassurer et réconcilier. Vincent Tobi, il ne veut plus être un simple observateur de la scène politique, il veut désormais être actif sur le terrain. Est-ce que c'est un candidat sérieux? Mais candidat sérieux, il vient de déclarer sa candidature, laissons-le travailler. Ce qui est sur le passé nous parle déjà de Tobi. Tobi, c'est un ancien membre de la CNE, Commission nationale électorale, avec Honoré Gué, qui a eu de très bons résultats. Tobi, c'est l'ancien préfet d'Abidjan qui a fait parler de lui, qui a eu des prises de position courageuses. Donc, sur ce point, on ne doute pas, s'il te plaît. C'est l'administration. Travailler avec Ambak, ce n'est pas une chose, c'est l'administration. Ah non. Il est administrateur civil, il a travaillé avec M. Ambak. Donc, ça, c'est pas ça. Mais je veux dire qu'il y a encore 5 mois, laissons M. Tobi travailler. Et peut-être dans 2-3 mois, on va le juger. Ce serait trop tôt de faire une analyse hâtive. Mais une analyse sur le timing, il annonce sa candidature à 5 mois. Pendant que des candidats. Oui, il y a que lui seul. La loi ne dit pas, ne donne pas la longueur. Non, on ne dit pas la loi, mais je veux dire, est-ce que c'est en sa faveur? Tout dépend de sa méthode de travail. Laissons Tobi descendre sur le terrain. Il vient de faire sa déclaration. Laissons-le descendre sur le terrain. À travers sa méthode de travail. Merci Gaël. Oui, il vient à peine de... C'est vrai, on va faire des analyses. Nous ne sommes que des analystes. On décrypte la posture. Il y en a dans son discours. Mais non, ce n'est pas une loi qui le dit. Moi, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Il a juste annoncé. Je pense que dans 1 semaine, dans 2 semaines, on le fera à l'œuvre. Voilà. Et il a le temps. Peut-être il peut être un candidat plus sérieux même que d'autres qui ont annoncé. On est d'accord qu'il y a des gens qui, depuis 2 ans, bien 1 an, ont annoncé qu'ils sont candidats dans ce pays. Mais on n'a rien vu. Donc, il ne s'agit pas d'annoncer. Il a annoncé. Comme on le sait, quelqu'un de sérieux. Merci. On attend de voir. Merci Gaël. Nous allons dire merci à Michel Bétard. On se donne rendez-vous demain pour un grand débat sur le PDCI RDA, le congrès avec plusieurs militants du parti qui seront sur ce plateau. Chers téléspectateurs, ce n'est qu'une courte pause. On revient juste dans quelques instants pour parler culture. Voilà, nous sommes de retour de la pub et rejoints par M. Ange Félix Ndakri, qui est le commissaire général du Salon international du livre d'Abidjan, le SILA, qui s'est tenu à Abidjan et qui a fermé ses portes. Alors, monsieur le commissaire général, bonsoir.
Bonsoir. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi. Alors, émission bilan, quelle est votre plus grosse déception de cette édition 2025 du SILA? Ben, on va dire, je parlerai pas de déception. Je trouve que c'est un peu fort comme expression. Est-ce qu'il y a des déceptions quelque part? Ouais, quelques attentes, quelques objectifs qu'on n'a pas pu forcément relever, notamment certains défis logistiques liés à des aléas techniques, des inconvénients techniques qu'on aurait voulu relever, comme on l'a si bien fait en 2024. Donc, c'est un peu ça qui tâche un peu ce bilan que nous estimons positif pour cette 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Bien avant les questions des consultants, ensemble, le bilan, vous dites positif, hein? Et qu'est-ce qu'on devait retenir de cette édition 2025 qui a pris fin? Alors, ce qu'on avait voulu, ce qu'on a souhaité présenter à la communauté nationale et internationale du livre, c'était d'abord de relever le pari de la mobilisation. Quand on parle de mobilisation ici, on entend la mobilisation de l'exécutif ivoirien. Donc, depuis le chef de l'État, le gouvernement, le président d'institutions, les différents ministres, le corps diplomatique, enfin, tout cet écosystème de décision, il fallait pouvoir les mobiliser autour du livre. Ça a été donc chose faite. Deuxième mobilisation, il s'agissait de mobiliser quand même toute la communauté internationale du livre. Quand je parle de communauté internationale, ce sont les confrères et les consoeurs qui sont venus des 4 coins du monde. Nous avons réuni 32 pays, frères à la Côte d'Ivoire, qui ont effectué le déplacement pendant 10 jours, résidé à Abidjan pour participer au Salon du livre. Il y a aussi la mobilisation des populations, tout âge confondu, qui était important pour nous, parce que depuis 3 ou 4 années déjà, nous avons un cap. Il était donc précieux de maintenir ce cap. C'est 125 000 visiteurs que nous avons enregistrés, visiteurs physiques, je veux dire, sans oublier les visiteurs internautes des réseaux sociaux, à raison de 1 246 141 personnes. En termes de chiffre d'affaires, c'est 117 millions de francs CFA qui ont été générés par la vente des ouvrages sur les 5 jours pour 5 138 ouvrages exposés, dont 2646 œuvres vendues. Donc, ce sont autant de défis majeurs pour nous, sans oublier la mobilisation des médias tant nationaux qu'internationaux, qui était aussi important pour nous pour pouvoir porter la voix, pour pouvoir porter le message du livre, pour pouvoir porter le message de la littérature. Donc, ce sont des éléments qui nous paraissent assez importants. L'autre défi majeur pour nous est le défi de la création des marchés. Nous, dans notre domaine, l'une des matières les plus importantes, c'est la capacité à échanger avec les autres. Malgré les différences linguistiques, malgré les frontières, c'est la capacité pour l'espace francophone de pouvoir échanger avec l'espace anglophone, l'espace lusophone, l'espace arabophone. Et c'est ce que nous avons essayé de porter comme rêve, de faire d'Abidjan le hub de la littérature africaine francophone. Nous avons pu réunir des acteurs anglophones, des acteurs naturellement francophones, mais des acteurs caraïbéens, puisque les Caraïbes étaient à l'honneur cette année. Et l'objectif, c'était justement de permettre à tout cet écosystème de discuter de droits en matière de cession et d'achat, de droits de coédition, de collabellisation, de coproduction, de traduction. Et nous avons donc pu réussir à fédérer toute cette énergie, à fédérer toute cette intelligence. Et nous pensons que ce ne sont pas non plus des points à négliger. L'autre élément aussi qui relève de la formation, c'est avec l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, notamment l'UFR Langue, Littérature et Civilisation. Il était question pour nous d'obtenir de cette importante institution la création d'un master au métier du livre. Cela n'existe pas en Afrique francophone.
en Afrique de l'Ouest francophone. Pour pouvoir se former au métier du livre, il faut vous rendre au Cameroun, à l'université de Yaoundé 2, pour pouvoir se former. Mais dès le mois de septembre, octobre prochain, à la faveur de la nouvelle rentrée académique, cette formation sera disponible. Bien. Et donc, voilà un peu les paris que nous avons souhaité relever. Quelle est la question? Monsieur Ange Félix, bonsoir. Félicitations. Bonsoir, monsieur. Pour tous ces résultats. Merci. On sait combien de fois c'est pas facile d'organiser ce genre de grands événements. Une assertion populaire a l'habitude de dire que si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez-le dans un livre. Peut-être que vous avez déjà entendu. Ouais. On veut faire allusion au fait que les Africains n'aiment pas lire. Donc nous sommes en Côte d'Ivoire. Vous venez, vous sortez fraîchement du SILA. Ma question est la suivante. Au-delà de l'événementiel du SILA, est-ce que le SILA il a atteint véritablement ses objectifs en termes de démocratisation, en termes d'amour de la lecture? Je voudrais appuyer sa question pour que vous puissiez répondre à ça en même temps. Vous avez avancé des chiffres, notamment 5000 livres exposés, plus de 2000 vendus, et vous avez également donné les retombées financières, n'est-ce pas, de ce salon, qui est estimé à 117 millions. Est-ce que finalement, ce n'est pas plus pour le business que le salon organisé et qu'on ait vraiment envie de faire en sorte que les populations s'adonnent à la lecture? Est-ce que l'objectif, c'est de se faire de l'argent ou bien l'objectif est d'emmener les populations depuis le primaire à s'intéresser à la lecture? Est-ce que sur ce plan, l'objectif a été atteint? Oui, l'objectif, entre autres objectifs, hein, c'est de faire de la lecture une habitude. C'est de faire de la lecture d'une habitude. Oui. Et une fois qu'on a pu atteindre cet objectif-là, comment est-ce qu'on fait pour que ça soit aussi un plaisir qui soit accessible à tous? On a compris que c'est pas à l'école. L'école est juste un pan, mais c'est pas à l'école que l'enfant va aller apprendre à lire. Pour dire que nous pensons que tout le travail doit être porté depuis la cellule familiale, depuis la maison, depuis la naissance des enfants. C'est dès la naissance, dès le bas âge, qu'on est censé leur donner les réflexes, les habitudes, l'amour de la lecture. Pour répondre à votre question, et ensuite je répondrai à la première question, le salon vise plusieurs objectifs. Le livre est un bien à plusieurs dimensions. Le livre est un bien culturel. Le livre est un bien social. Le livre est un bien éducatif. Et enfin, le livre est un bien économique. Donc, la dimension ou la démarche économique n'est pas forcément c'est pas un secteur d'activité qui est peuplé de philanthropes. Voilà, ce sont aussi des... Oui, ils sont pas des philanthropes. C'est un véritable problème. Non, ce n'est pas des philanthropes. Je ne connais pas un seul secteur d'activité où il n'y a que des philanthropes. Donc, il faut réussir justement la parfaite cohabitation de tous ces objectifs. Pour dire que l'objectif premier du SILA n'est pas de venir... C'est pour ça qu'on parle d'un salon. Un salon n'a pas pour vocation de venir faire du chiffre d'affaires. Un salon a pour vocation de venir présenter l'actualité littéraire des écrivains, auteurs et autres, et de faire la promotion des catalogues des éditeurs. Donc, c'est aussi une façon de montrer la vitalité de l'industrie nationale du livre, parce que le livre, c'est une chaîne. C'est une chaîne qui part de l'écrivain jusqu'au lecteur final, donc on appelle aussi consommateur. Vous avez l'écrivain, vous avez l'éditeur, vous avez l'imprimeur, vous avez le libraire, vous avez le bibliothécaire. Et la cellule marketing? Oui, tout ça, ça rentre dans le cadre de l'organisation de l'éditeur. L'éditeur qui est un peu le chef d'orchestre, un peu la cheville ouvrière. Donc, dans lui, son organisation, vous avez tous ces pans. C'est une société, c'est une entreprise comme toute autre. C'est juste le produit qui n'est pas forcément le même. Donc, chercher de l'argent, c'est pas mauvais, c'est même une bonne chose, mais le salon du livre n'est pas organisé parce que c'est l'argent qu'on vise comme finalité, comme vision
première. C'est d'abord culturel, c'est d'abord faire la promotion d'une pensée, une pensée collective. Et puis également, c'est d'abord une question de souveraineté nationale. Il s'agit ici de faire la promotion de la littérature ivoirienne. Quand on interroge notre histoire, on se rend compte que dès l'indépendance, la Côte d'Ivoire, on a eu de grands écrivains. La Côte d'Ivoire a connu de grands écrivains. Bernard Dadier, Akeloba, jusqu'à une génération de Tibus Kofi, Maurice Mandaman, Venance Conan, Véronique Tadjo, Tanela Boni, Wewe Liking. On a connu une grande génération, enfin plusieurs générations d'écrivains. Qui n'ont pas été riches par l'écriture, malheureusement. Qu'est-ce que vous entendez par richesse? Par exemple, je prends un truc en Europe, aux États-Unis. Vous parlez de la richesse pécuniaire. Économique. Oui, parce que c'est un art qui est. Mais est-ce qu'aujourd'hui on écrit pour être riche? Voilà. C'est la question qu'on se pose. Voilà. Sur d'autres continents en Europe, quelqu'un te fait un best-seller là, mais il est milliardaire. Oui, mais ici, c'est pas possible. On a des grands noms, mais on écrit, je pense, hein, ça n'engage pas. On écrit par passion. Non, voilà, on écrit d'abord par engagement, par passion, par conviction. On écrit pour porter un message, pour mener un combat. On écrit même pour se soigner. Parce qu'on a vécu peut-être un événement, on a traversé une épreuve, et on pense que par l'écriture, on peut faire cet exercice de catharsis qui nous aide à mieux nous porter. Mais et si chemin faisant, le livre il connaît un succès commercial, un succès financier, mais c'est pas plus mal. Mais c'est long. S'il vous plaît. Bon, moi, je voulais d'abord répondre à l'idée de M. Gaël Lacroix qui dit que les best-sellers, ça ne fait pas d'eux forcément des multimilliardaires. C'est seulement juste un meilleur vendeur. Bien. Donc, l'autre idée que je voulais demander à monsieur, vous avez dit que le salon, c'est une activité littéraire. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'écrivains que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez dit, vous voulez faire d'Abidjan un hub du livre. Oui. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement à Abidjan. Or, votre activité, c'est d'amener la population à s'intéresser au livre. Oui. Pourquoi vous avez volontairement décidé d'exclure les populations de l'intérieur du pays? Vous savez, il y a des mots ou des expressions, faisons attention quand on les utilise actuellement. Parler d'exclusion, je trouve encore que c'est un peu profond. Voilà. Le livre n'a pas pour vocation d'exclure. C'est pas de priver. Voilà. Le livre a pour vocation d'unir, de réunir et de bâtir. D'accord. Voilà, le livre a pour vocation vraiment d'apporter la lumière, d'apporter la prospérité au peuple, au pays. Le nombre d'écrivains aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si je m'en tiens aux dernières statistiques, mais à confirmer par l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, présentement dirigée par Dr Hélène Lobé, pour la Côte d'Ivoire, on était déjà à plus de 5000 écrivains enregistrés, sans oublier ceux de la diaspora. Donc je pense que ce chiffre a évolué. Vous avez parlé de pourquoi Abidjan. D'abord parce que Abidjan est la capitale de la Côte d'Ivoire, mais en même temps... C'est Yamoussoukro qui est la capitale. Non, la capitale politique. La capitale d'Abidjan. Non. On va aller rapidement. On a 2 minutes pour terminer cette partie. Alors, sur ça, nous avons pris en compte justement cette préoccupation des villes de l'intérieur. Oui. Et donc, déjà, cette année, nous avons expérimenté des activités hors les murs du SIDA. Nous avons collaboré avec la mairie de Trècheville, qui a accueilli des événements. Il y a des instituts aussi, tels que l'Institut français, l'Institut Goethe, qui ont accueilli certaines activités du SIDA. Mais ça, c'est Abidjan. Oui, mais dans toute chose, il faut aller step by step. Il faut aller on est tellement pressé qu'il faut aller tout doucement pour être sûr d'arriver. En même temps, si la présidente n'est pas aussi ancienne que ça, donc... La quoi ça? La présidente là n'est pas aussi ancienne, donc on peut le concéder. Voilà, l'année prochaine, on va justement aller vers certaines villes de l'intérieur avec des activités éclatées. Bien. Dernière question, ce sera une précision sur le site de SILA. Cette année, il y aurait eu des chamboulements au cours de cet événement-là. Est-ce que vous pouvez nous faire des précisions sur tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux? Essentiellement, ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, c'est relatif au chapiteau qui a abrité cet événement. Donc, de facto aussi, la chaleur
du fait des perturbations liées au générateur groupe électrogène qui devait alimenter l'électricité. Les 2 premiers jours ont été effectivement assez difficiles parce qu'on a eu des perturbations. Par moment, on a enregistré en toute objectivité des coupures d'électricité avant que cela ne revienne. Mais à partir du 3e, 4e et 5e jour, cette situation a été maîtrisée. Ce que je peux dire, c'est que l'année dernière, comme je l'ai annoncé au début de mon propos, nous étions dans le hall principal du parc des expositions. Il savait que cette année est une année exceptionnelle pour la Côte d'Ivoire. C'est une année d'élection. Donc, tous les événements nationaux comme internationaux programmés à Abidjan, qui devaient se tenir en septembre, octobre, novembre, décembre, du coup, à la dernière minute, ont été reprogrammés, du moins remontés dans la première partie de l'année. Nous, au niveau du SILA, on avait déjà fait notre réservation pour reconduire ce qu'on a fait l'année dernière. Mais après, dans les arbitrages, soit on reportait le SILA à une autre date ou on changeait de lieu. On n'avait plus de lieu disponible. Il était hors de question aussi pour nous de reporter parce que le SILA est programmé dans l'agenda mondial des salons et foires. Donc, on a dû, au regard de plusieurs événements qui se tenaient sur le même site dans la même période, on était le parent pauvre, on a dû se contenter du nouvel espace vert nu qu'on nous a attribué et sortir là de terre ce chapiteau et mettre en place tout ce qu'il y a comme dispositif logistique. Merci, M. Ange-Félix Ndakri. Voilà. Nous allons vous donner l'occasion maintenant de faire un coup de gueule ou des coups de gueule sur des sujets de votre choix. C'est maintenant. Voilà le premier carton rouge de cette émission avec M. Ange-Félix Ndakri. Bon, ben, mon premier carton rouge est relatif au manque d'eau courante dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, notamment chez moi, à Toumoudi. Depuis déjà plusieurs années, hein, on est vraiment en rupture constante et permanente d'eau courante. Et je pense que c'est le même problème que traversent d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut quand même revoir ça, l'eau étant source de vie. C'est tout. Le deuxième carton rouge, c'est à l'endroit de l'Africa Sport National. L'Africa Sport, parce qu'il n'y a plus le national, notamment aux dirigeants de l'Africa. Moi, je ne suis pas de l'Africa, je suis du club adversaire principal. La SEC Mimosa. Voilà, je pense que l'Africa est en train de peiner, est en train de souffrir. Et donc, je lance un appel à l'équipe dirigeante de prendre les meilleures décisions qu'il faut. Bien. Merci, M. Ndakri. Non, mon carton rouge, ça va contre la CEI. La CIE, du moins, une coupure intempestive d'électricité dans nos quartiers. Il faut que la CIE, moi je suis à Cocody, il faut que la CIE fasse quelque chose. On coupe beaucoup l'électricité, à la fin, on nous envoie des grosses factures, on ne comprend plus. Il faut que cette coupure-là, elle s'estompe un peu pour qu'on puisse mieux vivre. Bien. L'ancien Akaramoko, carton rouge. Oui, mon carton rouge s'adresse d'abord à l'AG Route. J'avais lancé sur ce même plateau un cri de cœur à un moment donné pour que les 2 principaux carrefours à Nyama, notamment le carrefour du Séminaire et le grand carrefour d'Anyama, puissent être équipés de feux tricolores. C'est vrai, on dit merci parce que désormais, le grand carrefour d'Anyama est équipé de feux. Ça a commencé à marcher, mais le carrefour au niveau du Séminaire, jusque-là, c'est vrai qu'ils ont installé, n'est-ce pas, toutes les antennes, mais ça ne marche pas. Il faut se dépêcher. Quand on installe, il faut connecter. Maintenant, le second carton rouge, très rapidement, c'est par rapport aux motocyclistes à Abidjan. C'est tous les jours qui sont renversés. Le ministre-gouverneur avait pris la décision à un moment donné de faire en sorte qu'on ne voit plus ces motocyclistes à circuler n'importe comment. Jusque-là, on ne sait pas où est la décision, mais je lui demande de regarder davantage pour qu'on puisse circuler vraiment allègrement, parce qu'il peut sortir à droite, tu les renverses, tu as un problème pour rien. Bien, Gaël, là, pas carton rouge. Carton rouge à certains commerçants, parce que de plus en plus, on reçoit on nous remonte les informations selon lesquelles, et moi j'ai pu constater finalement qu'il y a certains
commerçants qui prennent le malin plaisir de refuser maintenant les pièces de 500 francs. On ne sait pas d'où ça vient. Nous, les Ivoiriens, souvent, on excelle dans inventer ou bien créer des problèmes qui n'existent pas. Les pièces de 500, il y a bien des commerçants qui refusent maintenant, et puis c'est en train de monter comment on appelle, c'est en train de monter. Donc, j'interpelle vraiment les autorités à vraiment prendre une décision rapidement pour ne pas que ça ressemble à ce qui s'était passé avec la pièce de 250 à l'époque. Bien, merci. Nous sommes maintenant dans le chiffre du jour pour terminer. Voilà le chiffre du jour, c'est 8,7 milliards de francs CFA. C'est le montant que l'État ivoirien va mobiliser pour garantir durant 4 mois l'accès gratuit aux soins et médicaments aux 13 millions de personnes enrôlées à la couverture maladie universelle dans le secteur informel du 2 mai au 31 août 2025. Ces bénéficiaires seront dispensés de la cotisation mensuelle. Gaël Lakpa, commentaire dessus. Je retiens 8,7 milliards et je retiens 4 mois. Les 4 mois-là commencent à partir de quelle période pour finir à quel moment? Est-ce que ce n'est pas de mai à août? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas loin des élections? Mais normalement, je crois que la CNAM et tous ceux qui sont là-dessus, il vaut mieux faire des projets pour des choses qui ne vont pas finir, qui doivent durer dans le temps. À long terme. Voilà, on ne peut pas faire ça pour 4 mois et puis après les 4 mois, on fait quoi? Bien, merci. Marcel Niawa, réaction? Réaction, je souhaite que les 8,7 milliards ne sont pas des effets d'annonce. On a entendu beaucoup de choses. Je l'ai dit la dernière fois lorsqu'on parlait du grand hôpital de Boaké qui vient d'être inauguré. Il ne faudrait pas que ce soit seulement les 4 murs. Il faut qu'on mette le matériel, le plateau technique pour que toute la population ivoirienne se soigne en Côte d'Ivoire. Donc, je souhaite que les 8,7 milliards servent véritablement à quelque chose. Bien. L'ancien Karamoko? Oui, je crois que ne faut pas que les uns et les autres s'inquiètent. L'opération a déjà commencé, à ce que je sache. La mairie d'Anyama est en pleine mobilisation actuellement au niveau des marchés. Il y a un centre qui a été monté pour que les gens viennent se faire enrôler déjà, avoir la carte et puis bénéficier d'un pas de soins gratuits. Donc, je salue l'initiative du Premier ministre, du gouvernement de Côte d'Ivoire, du gouvernement du président Alassane Ouattara. Je crois que les choses telles qu'annoncées sont en train de se réaliser sur le terrain. Bien, pour terminer avec vous, commentaire sur ce chiffre, 8,7 milliards seront mobilisés durant 4 mois pour permettre l'accès gratuit aux soins aux personnes du secteur informel qui sont estimées à 13 millions de personnes. Il faut démocratiser la santé. Il faut nous produire un tableau de répartition des zones bénéficiaires pour que toute la population puisse suivre sur les 4 mois, qu'on sache lesquelles des villes et régions sont bénéficiaires, les montants affectés, pour que dans toute transparence, on puisse accompagner cet important projet et féliciter le moment venu les autorités. Merci à vous, M. Ange-Félix Ndatri. Je rappelle que vous êtes le commissaire général du Salon international du livre d'Abidjan. Merci d'avoir accepté notre invitation et répondu à toutes nos questions. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous, cher consultant Marcelin Niawa, l'ancien Karamoko, Gaël Lakpa. Rendez-vous, chers téléspectateurs, demain, 19h50, pour un autre numéro de Entre deux News. Nous parlerons bien sûr des conséquences du procès Valérie Yapo Tidiane Thiam si l'ex-président du PDC RDA sort bien sûr en défaveur lors de ce verdict qui sera donné. Et puis nous parlerons également du congrès électif du PDC RDA qui se tiendra demain, mercredi. Portez-vous bien et à demain. Bonsoir.